Salut et bienvenue dans Fade Away, le podcast qui prend du recul sur l'actualité basket. Ici, on analyse et on décrypte tout ce qui fait le quotidien de la Grande Ligue. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Anthony for three. Bang! That one goes down and the game is tied. Bon, je voulais évoquer un petit peu cette trade deadline là, ça fait une semaine qu'elle a eu lieu, quasiment une semaine jour pour jour parce qu'on est mercredi au moment où ça sort et elle a eu lieu jeudi dernier, mais j'attendais que tous les joueurs puissent s'installer dans leur nouvelle franchise et je pense que maintenant c'est l'idéal pour faire un débrief de cette trade deadline. Alors comment ne pas évoquer la trade deadline sans évoquer le sujet de Giannis Antetokounmpo, parce que c'était le feuilleton de ces dernières semaines en NBA, mais finalement il est resté à Milwaukee. Tout ça pour ça, il nous a tenu en haleine jusqu'au bout, mais les Bucks ont annoncé jeudi soir donc, que Giannis Antetokounmpo restait au moins jusqu'à la fin de saison, tout simplement parce qu'il n'y a aucune offre qui a convaincu les Bucks de le lâcher. Ils ont affirmé, ils ont répété qu'ils n'étaient pas pressés de le lâcher, donc ils attendront cet été. Alors de toute façon, Giannis est encore blessé pour plusieurs semaines, donc à voir quelle va être la direction de Milwaukee. Est-ce qu'ils vont préférer tanker pour aller avoir un choix de draft élevé ? Mais avec Giannis, ça risque d'être compliqué. Ou alors est-ce qu'ils vont tenter de se renforcer encore et tenter un run pour le play-in, évidemment sans aucune chance de titre. Je pense que c'est la deuxième option qu'ils vont choisir, parce qu'ils sont allés récupérer Cam Thomas qui a été libéré par les Nets juste après la trade deadline. Cam Thomas, je suis pas sûr que ce soit le renfort dont rêvait Giannis Antetokounmpo, mais c'est un renfort malgré tout. C'est un joueur qui peut scorer dans n'importe quelle position. C'est un joueur qui peut prendre feu aussi et qui peut te faire gagner un match en mettant 40-50 points parce qu'il l'a déjà fait et il a montré qu'il était capable. Ja Morant aussi est resté du côté des Grizzlies. Ça c'est vraiment étonnant parce qu'il faisait partie des transferts les plus probables, mais apparemment il n'y avait aucune offre convaincante pour lui, aucune offre qui ont convaincu les Grizzlies, sachant que le prix demandé par les Grizzlies était très faible, seulement un premier tour de draft. Selon les derniers échos des insiders, c'était même les Grizzlies qui devaient en donner un pour convaincre une équipe de récupérer Ja Morant. Donc c'est quand même triste de voir qu'aucune franchise n'était intéressée par lui. Après on peut comprendre pour plusieurs raisons, problèmes de blessures, des problèmes extrasportifs, des problèmes de comportement aussi, tout ce qu'il y a autour de Ja Morant. Même si c'est un très bon joueur de basket, il a des défauts aussi dans le jeu, mais il a des défauts en dehors, et je pense que ça gêne beaucoup de franchises. Mais Ja Morant, il va sûrement partir cet été, parce que Memphis a entamé une reconstruction, j'en parlerai juste après, et je pense que cette reconstruction des Grizzlies, elle se fera sans lui. Mais je voulais commencer ce débrief de la trade deadline et parler du trade de James Harden aux Cleveland Cavaliers, en échange de Darius Garland. Alors, un jour avant la trade deadline, James Harden a officiellement demandé son trade. Encore une fois, c'est la 4e fois dans sa carrière qu'il le demande. Et son souhait a été vite exaucé puisqu'il a été tradé le lendemain matin. Alors, il faut savoir que James Harden, lui, voulait aller soit à Minnesota, soit à Atlanta, mais il n'a pas eu gain de cause sur sa destination. Il arrive donc à Cleveland, et franchement, James Harden à Cleveland, je suis mitigé parce que d'un côté, son duo avec Donovan Mitchell, il va marcher. J'en suis sûr. Et les gens vont dire ouais, mais James Harden, il a besoin d'avoir beaucoup la balle en main, il n'y a qu'un seul ballon pour les deux, ça va pas marcher. Mais l'histoire a montré que James Harden, avec un autre arrière à ses côtés, ça fonctionnait. Son histoire personnelle a montré qu'il a toujours réussi à jouer avec un gros joueur à ses côtés sur la ligne arrière. L'exemple avec Chris Paul, mais avec Westbrook surtout. Aux Rockets, c'était le duo qui scorait le plus de points par match sur une saison entière. Avec Kyrie Irving aussi, ça marchait un petit peu, même si c'était sur un échantillon très court, mais quand ils jouaient ensemble, ça a fonctionné. Et les rumeurs disaient aussi que c'est Donovan Mitchell lui-même qui aurait demandé à sa direction de faire le trade, et on l'a vu d'ailleurs très heureux avec son nouveau coéquipier, tout sourire, donc il est sûrement satisfait du renfort. Mais d'un autre côté, je suis très sceptique sur les chances des Cavaliers pour le titre. James Harden, c'est un joueur qui est factuellement meilleur que Darius Garland, ça y a pas de doute, il t'apporte beaucoup plus de garanties sportives, mais l'histoire a retenu que James Harden, depuis son départ des Rockets, n'a pas les épaules pour te faire gagner un titre. Aux Nets, ça a vite tourné court, aux Sixers, il a disparu dans les Game 7, et aux Clippers aussi. C'est un joueur qui disparaît en play-off et qui peut être irrégulier dans les matchs qui comptent, et ça, je pense que ça va coûter cher à Cleveland. Alors, il y a une rumeur qui dit que les Cavs veulent également récupérer LeBron James cet été. Moi, cette rumeur, j'y crois. J'en suis même persuadé. LeBron James va finir sa carrière à Cleveland.
Mais ce sera juste une tournée d'adieu et rien de plus. Un trio Harden, LeBron et Donovan Mitchell, sur le papier c'est très beau bien sûr, mais sauf que là on est en 2026 et c'est 10 ans trop tard. J'en parlerai un peu plus tard des Clippers, mais pour rester sur les Cleveland Cavaliers, ils sont aussi allés chercher Dennis Schroeder et Keon Ellis contre DeAndre Hunter, ça c'était un petit peu plus tôt dans la semaine. Joli coup par contre là pour Cleveland parce qu'ils libèrent un petit peu de cap space et surtout ils sont allés chercher 2 joueurs opérationnels tout de suite dans leur rotation. Voilà, avoir en sortie de banc un Keon Ellis et un Dennis Schroeder, je pense que ça fait pas de mal. Et ces 2 joueurs, franchement, je pense qu'ils vont bien coller au jeu que veut proposer Kenny Atkinson. Donc ça, c'est bien joué aussi d'être allé chercher Schroeder et Keon Ellis, qui arrivent, je le rappelle, des Kings en échange de DeAndre Hunter. Un autre trade aussi que je voulais évoquer, alors c'est une demi-surprise parce que on pouvait s'attendre à ce qu'il bouge, c'est Anthony Davis qui a bel et bien bougé, même si lui ne voulait pas bouger, voulait rester à Dallas. Sa franchise, lui, souhaitait s'en débarrasser et ils l'ont fait puisqu'il rejoint les Washington Wizards de Trae Young. C'est un très 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 joli coup de Washington, vraiment. Et j'insiste parce que les Wizards ont réalisé une masterclass. Pour moi, c'est l'équipe la plus gagnante de cette trade deadline d'ailleurs. Ils ont ramené Trae Young et Anthony Davis contre quasiment rien. Donc ça, c'est une masterclass. Parce que contre Anthony Davis, là, ils ont envoyé Chris Middleton, Eddie Johnson, Malachi Branham, Marvin Bagley, 2 choix de premier tour et 3 choix de second tour. Et ils ont reçu également dans la balance Jaden Hardy, D'Angelo Russell et Dante Exum. Bon, je sais très bien qu'Anthony Davis a un passif énorme avec les blessures et que ce n'est pas un joueur fiable. Et ceux qui pensent ça ont raison parce que je le pense aussi. D'ailleurs, cette saison, il devrait être out jusqu'au bout de la saison, donc on ne le verra pas. Mais quand il est sur le terrain, il change la dimension défensive d'une équipe. Et ça, on ne peut pas le nier non plus. Alors, j'ai déjà évoqué les Wizards dans un précédent épisode. D'ailleurs, je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas fait. Ce sera un complément de ce que je vais dire ici. Mais je veux juste dire qu'une raquette Anthony Davis et Alex Sarr, avec Bilal Coulibaly à l'extérieur, le potentiel défensif de Washington peut être monstrueux. Et dès la saison prochaine, Washington pourrait être compétitif parce que tu vas avoir en plus de ça un très gros prospect parce que tu seras top 5 à la draft. Tes jeunes qui sont déjà en place vont progresser et tu vas avoir aussi la free agency pour ajuster ton roster comme il faut. Mais là où je dis que c'est une masterclass, c'est surtout sur le plan stratégique. Parce que les Wizards, depuis un mois, ils ont récupéré Trae Young et Anthony Davis sans envoyer un jeune joueur important et un first pick qui leur appartenait. Donc en fait, ils gardent un contrôle total de leur choix de draft. Les first picks qu'ils ont envoyés, c'est des picks qui ne leur appartenaient pas. Donc ça veut dire que si le duo Trae Young-Anthony Davis ne fonctionne pas et que le projet n'avance pas comme prévu, eh ben, tu gardes quand même le contrôle de ton avenir. Et ça, c'est vraiment très bien joué du management des Wizards. Il y a une surprise aussi dont je voulais parler, c'est le trade de Jaren Jackson Jr. au Jazz. Un très gros échange, il y a 8 joueurs qui sont impliqués, c'est beaucoup pour un trade en NBA, surtout un trade entre 2 équipes, 8 joueurs c'est énorme. Donc, parti à Utah avec John Conchar, Vince Williams Jr. et Jock Landale, mais Jock Landale lui a déjà quitté le Jazz quelques heures après le trade. En contrepartie, Memphis a récupéré Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Tyler Hendricks, George Niang et surtout 3 futurs first pick de draft. Ça pour le coup c'est une surprise parce que Jaren Jackson Jr. c'était pas un joueur qui était dans les rumeurs, au contraire c'était annoncé par plusieurs insiders proches des Grizzlies que Memphis voulait construire autour de lui, qu'ils étaient prêts à trade Ja Morant, mais ils voulaient garder Jaren Jackson Jr. pour continuer à construire autour de lui. Au final c'est l'inverse qui s'est passé, il est parti et c'est aussi une surprise parce que Utah a décidé de prendre une grosse décision parce que c'est une franchise qui est en reconstruction depuis plusieurs saisons et qui a quand même sacrifié quelques jeunes, bon 2, Walter Clayton Jr. et Tyler Hendricks, et surtout des picks. Voilà, 3 futurs first pick de draft contre un joueur All-Star de 26 ans. C'est une décision qui peut paraître culottée, mais franchement, j'aime beaucoup le projet du Jazz parce que ça y est, ils sont enfin dans une direction cohérente, du moins, ils semblent aller quelque part au moins. Et leur effectif, mine de rien, il commence à ressembler à quelque chose parce que Lauri Markkanen est toujours là. Keyonte George a énormément progressé. Lui, c'est un de mes chouchous dans la ligue, personnellement. J'adore Keyonte George. Walker Kessler fait saison blanche, mais ça reste tout de même un bon pivot. Très bon rebondeur. Quand on connaît les difficultés au rebond de Jaren Jackson Jr., au moins il aura quelqu'un pour lui prendre des rebonds à sa place. Ace Bailey, qu'on n'oublie pas, quand même 5e choix de la draft, donc il a un très gros potentiel. Mais plus globalement, le fit de Jaren Jackson Jr. au Jazz, il me paraît bon, que ce soit dans la timeline, parce qu'il n'a que 26 ans, donc ça reste relativement jeune, et dans le profil aussi. Parce que déjà, il y avait un manque au poste 4, donc quantitativement, il remplit ce spot-là, et défensivement, déjà, tu récupères un ancien J-Boy, alors que Utah, depuis plusieurs saisons, est la pire défense de la ligue.
Et offensivement, ça ne fera pas tâche parce que Keyonte George, Lauri Markkanen et Triple J, je trouve que ça peut jouer ensemble et que ça ne se marche pas dessus. Et autour, en plus, tu as d'autres armes à faire valoir. Je parlais d'Ace Bailey évidemment, mais on peut aussi parler de Bryson Sabog qui est capable de scorer en sortie de banc, très fiable dans ce domaine-là. Isaiah Collier notamment qui est très très bon en ce moment, qui a sorti un match à 22 passes décisives là, d'ailleurs il y a quelques jours. Et après tu as des Cody Williams, des Kyle Filipowski qui ont aussi un potentiel intéressant. Donc franchement je ne sais pas et je ne pense pas que c'est un effectif de contender, loin de là, mais au moins c'est un effectif qui me paraît complémentaire et qui pourra progresser ensemble. Et ensuite, c'est là que tu fais des choix et que tu ajustes ton roster. Mais sur les 3, 4, 5 prochaines années, au moins, le Jazz a une direction claire. Le groupe qui est là en place, on va essayer de les faire progresser. Petit mot aussi pour finir là sur le Jazz, sur Will Hardy, donc qui est le coach de Utah, arrivé en 2022. Lui, il est annoncé comme un top coach depuis le début. Alors, il n'avait pas vraiment les moyens de le montrer, ni même le projet, parce qu'il était dans une reconstruction et qu'il fallait perdre des matchs. Mais maintenant, il a un effectif cohérent avec des bons joueurs. Et c'est à lui maintenant de tout mettre en place pour que ça fonctionne. Donc là, je l'attends au tournant, Will Hardy. 2 franchises de la conférence Est qui se sont renforcées dans le secteur intérieur. Je vais déjà commencer par parler des Pacers qui sont allés chercher Ivica Zubac. Ça, c'est un trade qui fait du mal aux Clippers, mais surtout qui va faire du bien à Indiana. C'est bien joué de la part des Pacers parce qu'ils ont récupéré un intérieur de talent qui va accompagner Tyrese Haliburton l'année prochaine à son retour de blessure. Mais surtout que tu récupères un pivot et tu combles un besoin évident depuis le départ de Miles Turner. Il a encore 2 ans et demi de contrat avec un salaire abordable, donc ça te laisse le temps de voir aussi. T'es pas sous la pression d'une prolongation. Et l'année prochaine, tu auras un trio Haliburton, Siakam, Zubac, avec autour toujours des très bons joueurs, des Andrew Nembhard, des Aaron Nesmith. On l'a vu l'année dernière que les Pacers avaient un groupe très intéressant et surtout ils avaient un groupe de haut niveau. Et dans le trade, il y a Kobe Brown qui rejoint aussi les Pacers avec Zubac. Et à l'inverse, Benedict Mathurin et Isaiah Jackson font le chemin inverse. C'est un assez gros package parce qu'en plus de ça, t'as quand même 2 first pick de draft. Hein. Côté Clippers, je parlais avant de l'arrivée de Darius Garland, t'as plus rien dans ta raquette, mis à part Brook Lopez, mais Brook Lopez il est complètement finito, il a 852 ans, donc c'est très compliqué pour les Clippers d'avoir un pivot fiable. Compilé au départ d'Arden, ça détruit complètement toutes les ambitions que tu pouvais avoir cette saison, mais cela dit, tu rajeunis ton effectif, parce que bon, t'es allé chercher Darius Garland, je l'ai dit plus haut, mais avec Benedict Mathurin, c'est quand même un vrai bon joueur avec un gros potentiel. Donc tu récupères 2 jeunes joueurs que tu pourras développer sur du moyen long terme. Et attention, parce que tu as aussi récupéré le pic 2026 des Pacers qui n'est protégé que partiellement. Donc si le pic est entre 5 et 9, il va aux Clippers. Donc potentiellement un pic top 5, top 10 dans une draft qui s'annonce générationnelle, c'est intéressant. Et sachant qu'il y a aussi un pic 2029, donc à voir quel sera l'avenir d'Indiana. Mais si ça tourne au vinaigre du côté des Pacers, c'est sûrement les Clippers qui vont en profiter dans les années à venir. On remonte un petit peu là au classement de la conférence Est et on va aller parler des Celtics parce qu'ils ont été très intelligents. Ils ont reniflé la bonne affaire, ils sont allés chercher Nikola Vucevic qui quitte enfin les Chicago Bulls. Anthony Simons a été envoyé en échange. Lui, c'était prévu qu'il bouge cette saison, mais c'est un très très gros coup de Brad Stevens, là, le manager général, le GM des Celtics, notamment sur le plan financier. Et je vais vous expliquer pourquoi. Accrochez-vous parce que c'est un petit peu technique, mais l'été dernier, Boston avait créé une trade exception de 22 millions de dollars. Alors une trade exception, c'est une enveloppe financière qui est valable 1 an, qui se crée dans un trade et qui te permet de signer un joueur. C'est une enveloppe qui est créée par un grand écart salarial entre 2 joueurs transférés. Cet été, les Celtics ont tradé Kristaps Porzingis contre Georges Niang. Donc il y avait 22 millions d'écart entre lui et Georges Niang. Donc cette enveloppe de 22 millions de dollars a été utilisée pour le trade de Nikola Vucevic. Mais en réalité, le trade de Vucevic, c'est pas Vucevic contre Simmons, c'est 2 trades en l'un. Le premier, c'est Nikola Vucevic contre un second tour de draft. Donc Nikola Vucevic qui arrive aux Celtics. Ce trade-là a été fait avec l'enveloppe des 22 millions de dollars. Et dans un second temps, Anthony Simons est parti du côté des Bulls contre un second tour de draft. Aussi, les Bulls ont aspiré le salaire d'Anthony Simons, ce qui a permis de créer une trade exception de 27 millions de dollars pour les Boston Celtics.
Donc, ils ont gagné 5 millions de dollars sur le trade. Ils sont passés de 22 millions à 27 millions de trade exception. Ça veut dire qu'ils ont encore un an, donc toute l'intersaison et le début de saison prochaine, pour aller chercher un joueur qui peut avoir une valeur jusqu'à 27 millions de dollars. C'est un superbe coup effectué par Brad Stevens. C'est vraiment l'un des meilleurs dirigeants de la ligue. Bon, là, je me suis un petit peu éloigné. Je commençais à parler de chiffres, etc. Revenons à notre basket, revenons à notre NBA. Et je vais parler des Chicago Bulls parce que j'en ai parlé à l'instant. Bah ça y est, Chicago a enfin appuyé sur le bouton rouge de la reconstruction. Enfin, ça y est. Bon, je vais pas parler de Kobe White parce que je l'ai déjà évoqué dans le précédent épisode sur les Hornets. D'ailleurs, allez l'écouter si c'est pas fait. Mais les Bulls ont été très actifs et ils ont envoyé pas mal de monde. Kobe White, Nikola Vucevic, notamment Ayo Dosunmu qui est parti à Minnesota contre Rob Dillingham. Et ils sont allés récupérer des jeunes à haut potentiel qui doivent se relancer. Je pense à Jaden Ivey aussi, mais surtout ils sont allés chercher 10 choix au second tour. Bon, pas un seul first pick, mais quand même 10 choix au second tour. Ça prouve aussi la volonté de Chicago d'enfin aller dans une direction, celle de la reconstruction. Il était temps, parce que là, ça faisait plus de 5 ans, ça faisait même 5, 6, 7 ans que les Bulls étaient coincés dans un projet d'être une équipe mid, d'être une équipe 8e, 9e, 10e de la conférence. Là, enfin, ils vont un petit peu toucher les bas-fonds, mais en contrepartie, ils auront des pics de draft élevés. Pour finir sur les Bulls, je disais qu'ils ont lâché pas mal de joueurs. Parmi les joueurs qui sont partis, Dalen Terry, qui a été transféré en échange de Gershon Yabusele, qui quitte les Knicks donc le dernier jour des transferts. Ça n'a pas du tout fonctionné entre lui et New York, il n'a jamais été au niveau. Peut-être que New York, Mike Brown l'a mal utilisé, mais en tout cas, je pense que la responsabilité est collective. Gershon Yabusele, New York, ça n'a pas marché. Au moins, là, Gershon arrive dans une franchise où il aura du temps de jeu, un peu plus de responsabilité, même s'il y a moins d'ambition, certes. Au moins, il aura un peu plus de temps de jeu et je pense que c'est ce qui compte. Ça tombe bien, je parle des Knicks, j'en profite d'évoquer New York parce qu'ils ont été très peu actifs. Ils ont fait un seul petit move. Ils sont allés chercher José Alvarado. Mais par contre, je pense que c'est un très très joli coup parce qu'ils ont envoyé en échange du coup Dalen Terry et un second pick. Donc pas grand chose, Landry Shamet était évoqué dans les rumeurs. Au final, Leon Rose, le président des Knicks, a réussi à convaincre New Orleans avec un package Dalen Terry et un second pick de draft. José Alvarado, je le disais, c'est un très beau coup pour New York. Non seulement c'est un New Yorkais de naissance, il a grandi à New York, donc il retourne un peu à la maison. Il est très content d'être à New York et en plus de ça, c'est un joueur qui colle parfaitement, mais parfaitement à l'ADN de la franchise. Un mec dur sur l'homme, un mec qui se jette sur tous les ballons, qui a la grinta, et c'est ce que le Garden, c'est ce que le Madison Square Garden aime voir. Et je pense que ça va surtout combler un manque parce que les Knicks manquaient un petit peu d'un défenseur extérieur supplémentaire. Là, Miles McBride est absent jusqu'en fin de saison, jusqu'au début des playoffs minimum. Mais par contre, quand tout le monde sera de retour, je pense à une line-up défensive. José Alvarado, Miles McBride, Landry Shamet, avec Mohamed Diawara, avec un Mitchell Robinson. Ce 5-là défensivement, ça peut être très très fort à New York. Et voilà, José Alvarado, très joli coup. D'ailleurs, j'ai bien aimé son premier match à Boston. Il joue quand même une vingtaine de minutes et très impactant défensivement. Il est déjà en place. Alors les automatismes ne sont pas tous là, c'est normal, ça va venir. Mais je pense que Mike Brown est satisfait d'avoir un joueur comme ça à disposition parce que José Alvarado, il régale. Là maintenant, je vais évoquer les perdants de la trade deadline. Alors si vous êtes fan de ces deux franchises, bouchez-vous les oreilles. Déjà le premier perdant pour moi c'est le Heat qui n'a pas bougé. J'ai envie de dire comme d'habitude, Pat Riley, président de Miami, habituellement ne bouge jamais, que ce soit sur des stars ou même pour faire des moves. Ça fait des années que Miami peut aller chercher des stars. On parlait évidemment de Giannis Antetokounmpo, mais avant il y avait des rumeurs autour de Damian Lillard, sur Donovan Mitchell, sur Kyrie Irving, etc., etc. À chaque fois que Miami a l'opportunité de faire un gros coup, d'aller chercher une star, ils sont absents. Alors, tu peux avoir un super coach sur ton banc en la personne d'Eric Spoelstra, mais tu peux pas lui demander de faire de la magie avec un effectif aussi mid, mais aussi mid que ça. Franchement, Miami, je suis très très déçu. Je suis surtout très déçu de Pat Riley. J'ai l'impression qu'il ne donne aucune direction. C'est censé être lui le président des opérations basket, mais j'ai l'impression que les opérations basket de Miami sont en suspens. Mais c'est rien à côté de l'autre grand perdant de cette trade deadline. Pour moi, c'est le plus gros perdant de cette trade deadline. C'est les Golden State Warriors qui n'ont fait
qu'un seul panic move sur Kristaps Porzingis, qui n'est plus un joueur de basket, on va le dire clairement, c'est plus un joueur fiable, il y a trop d'incertitudes autour de sa santé. En plus de ça, il ciblait Giannis Antetokounmpo, on a dit énormément de choses autour d'eux. Les Warriors sont la destination préférée de Giannis a envie de jouer avec Curry, Draymond Green est prêt à se sacrifier, etc. Mais au final, il ciblait Giannis Antetokounmpo, il se retrouve avec Kristaps Porzingis, c'est vachement décevant. En plus de ça, il y a un insider, je crois que c'est Anthony Slater, qui a dit que les Warriors espéraient voir Kristaps Porzingis en bonne santé pour faire un run. Mais sérieusement, ça fait déjà 2-3 ans qu'on ne le voit plus en bonne santé, il faut arrêter de croire au miracle et remettre les pieds sur terre. Les Warriors ont juste complètement raté leur deadline, et s'ils veulent au moins optimiser la fin de carrière de Stephen Curry, par respect pour cette légende, ils lui doivent un meilleur coéquipier que le cadavre de Kristaps Porzingis. Alors, j'ai pas tout évoqué, mais je voulais un petit peu parler de cette trade deadline là. Il y a eu aussi pas mal de coups en douce. Ayo Dosunmu, je le disais un petit peu plus tôt, qui est parti à Minnesota. C'est un très bon joueur, très fiable, qui va renforcer la ligne arrière des Wolves. D'ailleurs, Mike Conley a été trade, mais ensuite a été coupé, et du coup pourrait revenir à Minnesota. Ça, c'est possible parce que c'est une règle apparemment dans le CBA, donc dans la règle des contrats en NBA. Comme il a été tradé 2 fois et qu'il a été coupé, il a aussi l'opportunité de revenir à Minnesota. Donc au final, ils vont se retrouver avec une ligne arrière en sortie de banc, Mike Conley et Ayo Dosunmu. Surtout Ayo Dosunmu, c'est un joli coup. Mais je pensais aussi à Jared McCain qui a rejoint OKC, parce que OKC, on pensait qu'il n'allait pas bouger. En fait, ils ont bougé. C'est un jeune joueur qui a besoin de se relancer, mais Jared McCain, s'il y arrive, il peut être un renfort de taille pour le champion en titre. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à aller donner votre avis sur ce sujet en commentaire. Fadeaway est disponible sur tous les réseaux, Insta, X, TikTok, et aussi disponible sur YouTube. Encore merci de m'avoir écouté, restez branchés pour la suite, à très bientôt sur Fadeaway. Anthony for three.